Europe Soir. Et c'est maintenant le face-à-face sur Europe 1, le débat d'Europe Soir, Isabelle Millet. Et oui, Ombline, face-à-face ce soir entre Sylvain Courage de l'Obs et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors François Fillon et Nicolas Sarkozy ont donc déjeuné en tête-à-tête ce mercredi à la demande du candidat de la droite. On en a parlé tout à l'heure dans le journal sur Europe 1. Est-ce que les sarkozystes peuvent sauver la candidature de François Fillon? Sylvain Courage? C'est un extraordinaire retournement de situation quand on pense que Nicolas Sarkozy a été battu au premier tour de la primaire et que son triomphateur François Fillon est aujourd'hui obligé de quémander son soutien. Alors que se sont dit les deux hommes, on ne le sait pas encore précisément, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agissait d'échanger une protection. Donc Nicolas Sarkozy accorderait une protection à François Fillon, calmerait les ardeurs des députés sarkozystes qui réclament le changement de candidat, et en échange, sans doute, François Fillon accepterait d'introduire François Baroin, le protégé de Nicolas Sarkozy, dans sa campagne, lui accorder un rôle prépondérant, et donc on voit se mettre en place un système où Sarkozy, qui était promis à une retraite politique, redevient le parrain et le protecteur du candidat de la droite, et c'est un aveu de faiblesse du candidat de la droite, à mon avis. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Nicolas Bétou ? Oui, je ne suis pas d'accord sur l'emploi de quelques termes. Par exemple, lorsque, Sylvain, vous dites François Fillon est venu quémander un soutien de Nicolas Sarkozy, je voudrais d'abord rappeler que tout ça s'est passé en deux temps. Premier temps, les sarkozystes, ou plutôt des sarkozystes, ont essayé de gâcher la candidature de François Fillon et même de le faire renoncer. Ça a été les deux tentatives de Georges Fenech. Non pas qu'il soit un pur sarkozyste, Georges Fenech, mais il est quand même assez proche et de Laurent Wauquiez et, j'allais dire, par capillarité de Nicolas Sarkozy. Et puis il était entouré de gens qui étaient assez proches de Nicolas Sarkozy. Ils ont échoué. Ils ont échoué deux fois. Ils ont échoué deux fois, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de plan B. Et ils ont échoué parce que probablement un certain nombre de grandes figures sarkozystes n'ont pas suivi, estimant que ça n'était ni le moment ni utile d'ouvrir une guerre entre les cadras et les quinquas, ceux qui sont la génération d'après et qui voyaient d'un mauvais œil l'un des leurs prendre le pas sur les autres. Donc il y a eu ce premier temps où les sarkozystes ou des sarkozystes ont échoué à faire tomber François Fillon. Et donc là, on est probablement dans un deuxième temps où les sarkozystes peuvent et doivent soutenir François Fillon. Pourquoi est-ce qu'ils le doivent ? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de plan B. Ils le doivent parce qu'ils voient bien que François Fillon tient dans les sondages. Il tient, il est, selon les instituts, entre 18 et 20%. Il est à un cheveu d'Emmanuel Macron qu'il avait dépassé depuis une dizaine de jours et qu'il commence à baisser. C'est la troisième raison. Emmanuel Macron commence à baisser dans les sondages. Et tout le monde voit bien, y compris les sarkozystes, que la candidature de François Fillon, elle n'a pas de remplaçant. Il n'y a pas de plan B, elle n'est pas démolie par les sondages et donc pas par les électeurs de droite. Et ce sont des raisons suffisantes pour que les sarkozystes se disent oui, bien sûr, on a notre poids dans la candidature de François Fillon et on peut peser sur l'environnement et sur les conditions dans lesquelles il sera candidat, mais ils n'ont pas tant de cartes que ça. Donc, quémander le soutien ou donner le sentiment que François Fillon est maintenant dans la main de Nicolas Sarkozy, ça me paraît assez largement exagéré. Sylvain Courage ? Tout de même, si François Fillon forme ce ticket avec Baroin... Il n'est pas démontré, pardon. Non, il n'est pas démontré, c'est l'hypothèse qui court. C'est une hypothèse qui court, et pardon, mais Véronique Ouachet, qui est vraiment la très proche collaboratrice de Nicolas Sarkozy, s'est moqué sur Twitter de tous ceux qui défendaient cette hypothèse en disant venez nous rejoindre au café après le déjeuner, on en parlera puisque vous êtes des si brillants stratèges politiques. Pour l'instant, ce qui nous manque, c'est effectivement d'avoir le contenu de la discussion qui a été évidemment protégé de tous les journalistes et les photographes. Donc, mais on saura dans les heures qui viennent quels sont les termes de la discussion. Mais tout de même, si Fillon, même si effectivement l'électorat semble résister, si Fillon a la ferme intention d'aller au bout, le fait quand même qu'il mette en scène ce rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, ça prouve bien qu'il est à la recherche de soutien politique dans son propre camp. Simplement d'images qui permettent à son électorat de comprendre que la droite, face aux attaques et face à la fragilisation de François Fillon, peut pour une fois faire bloc. C'est-à-dire que la droite peut ne pas être cette fameuse droite la plus bête du monde. Il y a un autre élément qui me paraît, moi, très important. C'est que, alors évidemment, il faut raisonner, comme on dit dans le domaine scientifique, à isopérimètre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il n'y aura pas de nouvelle affaire Fillon. S'il y en a une, tout ce raisonnement s'effondre. Mais si les choses restent à peu près stables dans ce domaine et s'il n'y a pas de mise en examen formelle
de François Fillon. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit les planètes, comme on dit, commencer à se réaligner progressivement. Marine Le Pen toujours haut et qui va peut-être continuer à monter, loin devant. Et puis dans le groupe des poursuivants, Emmanuel Macron qui commence à baisser, qui ne fait pas une très bonne séquence. Ce qui se passe en Algérie là en ce moment, le fait qu'ils disent que la France a probablement été coupable de crimes contre l'humanité dans la colonisation, tout ça peut créer du trouble dans une partie de son électorat. François Fillon qui commence à remonter très légèrement, un demi-point, en tout cas qui ne baisse plus. Tout ça fait que les choses sont peut-être en train de s'écrire différemment de ce qu'était la séquence des 3 dernières semaines. Mais connaissant Nicolas Sarkozy, vous ne l'empêcherez pas de faire savoir qu'il a joué un rôle dans la remise en selle du champion de la droite. Et donc, il y a quand même un rapport de force qui s'ébauche. Je veux bien que ce soit une belle image d'unité. On verra quels sont les commentaires des lieutenants et les indiscrétions qui vont filtrer dans les heures qui viennent. Néanmoins, encore une fois, reportons-nous au résultat de la primaire. Nicolas Sarkozy semblait vraiment condamné à la marginalité et le revoilà installé au centre de son camp. Si l'idée c'est de dire est-ce qu'il a sauvé la candidature de François Fillon, moi ma position est plutôt non, il l'a pas sauvé, mais il accompagne le fait qu'il a résisté et il l'aide à se redresser. Si, comme vous le dites, l'idée est de dire que Nicolas Sarkozy a retrouvé du lustre et qu'il comptera à l'avenir parce qu'il est une sorte de figure tutélaire de la droite, là je suis d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à suivre ça de très près grâce à vous. Merci Sylvain Courage de l'Obs, Nicolas Bétou de l'Opinion. François Clémenceau, on se tourne vers vous maintenant. François, avec cette question, l'OTAN est-elle vraiment obsolète ? Les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN se réunissent ce soir à Bruxelles et c'est l'occasion pour eux de rencontrer pour la toute première fois le secrétaire américain à la Défense, le général Mattis. Avec une grande question donc, Donald Trump est-il encore un allié fiable ? C'est une question légitime car Donald Trump a plusieurs fois émis des doutes sur l'utilité de l'OTAN. Il a affirmé qu'elle coûtait trop cher aux Américains, qu'elle ne répondait plus aux défis de l'après-guerre froide et qu'elle devait davantage se concentrer sur le combat antiterroriste. Alors, rien de tout cela n'est totalement faux. C'est vrai que sur les 28 membres de l'Alliance, les États-Unis payent à eux seuls un quart du budget de l'OTAN. C'est vrai aussi que depuis la chute du communisme, l'OTAN s'est ouverte aux pays de l'Est et que la Russie en a ressenti progressivement un symptôme d'encerclement. Quant au terrorisme, là, Donald Trump oublie qu'au lendemain des attentats du 11 septembre, l'article 5 du traité de l'Alliance, qui oblige tous les membres à défendre l'un des leurs lorsqu'il est attaqué, avait permis à l'OTAN d'aller se battre aux côtés des Américains en Afghanistan contre Al-Qaïda et les talibans. La vraie question, c'est plutôt de savoir si cet outil militaire est adapté. Là, le sujet reste ouvert. Il est analysé dans l'un des nouveaux commandements de l'OTAN qui a été créé depuis, qui s'appelle le commandement de la transformation à Norfolk aux États-Unis. L'un de ses premiers patrons fut d'ailleurs le général Mattis, avant que le poste ne revienne à la France, avec déjà 3 généraux qui se sont succédés à ce poste. Mais alors François, lorsque Donald Trump dit que l'OTAN est obsolète, c'est parce qu'il veut la changer ou remettre en cause les relations avec les alliés ? C'est difficile de répondre car il n'est même pas sûr que Donald Trump le sache lui-même. Mais on voit bien que dans son programme ou dans sa posture, le nouveau président américain ne veut plus voir l'Amérique jouer aux gendarmes du monde. Il veut renouer avec la Russie, il veut se lancer dans des bras de fer commerciaux avec la Chine, défaire Daesh au Moyen-Orient, mais surtout consacrer toute son énergie à la relance de l'économie américaine. C'est America First, son slogan, sauf que ce jeu des alliances, il ne peut pas s'en défaire sans remettre en cause des décennies de rapports de force. Bien sûr que les Européens vont essayer de dépenser plus pour leur défense. Bien sûr que l'Amérique va continuer à protéger ses alliés, coréens ou japonais. La seule chose que souhaite Donald Trump, c'est que les alliés cessent de se comporter comme si ce bouclier américain était garanti à vie et sans contrepartie. Et cet effort militaire en Europe, il ne va pas pourtant de soi, hein ? Oui, parce que vous avez affaire là à des pays très différents. Certains, comme la Pologne ou les pays baltes, ont déjà fait beaucoup d'efforts pour moderniser leur défense. La France et l'Allemagne veulent faire repartir leur budget à la hausse, mais le fait que le Royaume-Uni, par exemple, État majeur de l'OTAN, s'engage dans le Brexit, évidemment, complique la donne. Bref, il va falloir que Donald Trump comprenne que l'OTAN doit rester dissuasive vis-à-vis d'une Russie qui cherche à diviser les Européens et que ces efforts d'équilibrage au sein de l'Alliance prendront du temps. Cette prise de conscience était née déjà sous la présidence Obama. Elle va se poursuivre.